Amis investisseurs, bonjour, c'est Aymeric du blog missioninvestisseurimmeuble.com. Dans cette deuxième partie d'interview avec Guillaume Malgour, qui est investisseur immobilier et entrepreneur, il va nous montrer comment est-ce qu'il fait pour estimer les travaux qu'il y a à faire dans un immeuble de rapport lorsqu'il visite un bien. On va parler dans cette vidéo également de maître d'œuvre, d'architecte, d'entreprise en bâtiment et également un dernier point qu'on abordera dans cette vidéo, c'est les subventions pour les travaux. Voilà, si vous êtes curieux, alors ça se passe tout de suite et c'est après le jingle. Faire des devis par des entreprises en corps d'état séparés, vous vous apercevrez rapidement que c'est un peu le parcours du combattant pour avoir des devis. C'est très compliqué, c'est très long parfois. Des fois, les gens viennent parce que, alors en fait, comment ça va se passer? Dans l'idée, il faut faire quoi? Il faut faire soit un premier rendez-vous directement avec quelqu'un. Et là, à ce moment-là, vous pouvez demander par exemple à l'agence immobilière qui vous fait visiter de faire venir quelqu'un en même temps pour vous aider à chiffrer ou à vérifier les problématiques qu'il pourrait y avoir par rapport à la toiture, par rapport à l'électricité, par rapport à ces choses-là. Et ensuite, donc, une fois qu'il y a ce premier rendez-vous de fait, il y a la négociation qui va commencer. Par exemple, le mec à la fin du rendez-vous, il va peut-être te dire, ben voilà, on en a entre 120 et 150 000, ou peut-être le lendemain, il pourra donner une estimation grossière en lui disant, ne me faites pas un devis, ça sert à rien, mais dites-moi à peu près ce que vous en pensez. Et à la suite de ça, vous faites une offre à peu près avec les éléments qu'on vous a donnés. Et ensuite, ben, vous avez, une fois que l'offre est acceptée, là, vous pouvez aller plus loin, réaliser des plans. Alors, j'insiste encore une fois sur le fait de réaliser des plans. Vous verrez que si vous rencontrez des entreprises, je parle pas de projet, si vous voulez, avec 5 ou 10 000 euros de travaux. Là, je parle de projet on parle d'immeubles, donc on parle de projet avec plusieurs appartements à rénover, on parle peut-être de 100 000 euros de travaux. Donc, quand vous avez des projets avec 4 ou 5 appartements, le mec sur place, il va vous dire, la première chose qu'il va vous demander, il dit, vous avez des plans? Si vous n'avez pas de plan, le mec déjà, il y a une chance sur deux qu'il ne répond pas parce qu'il va dire attends, mais il faut que je m'amuse à prendre toutes les cotes moi-même, que je fasse tous mes calculs, mon planning, enfin mon truc il va durer 10 fois plus de temps que prévu. Je ne suis même pas sûr d'avoir le dossier à la fin. Les mecs ne vont pas être motivés du tout. Donc il faut au minimum des plans cotés, donc ça veut dire avec les dimensions des pièces, etc., les hauteurs sous plafond. Et en plus de ça, un descriptif de travaux dans lequel vous allez préciser tout ce que vous voulez. D'accord ? Ça veut dire préciser quel mur on va peindre, quel mur on va isoler, quelle fenêtre on remplace, les dimensions presque des fenêtres, etc. Donc ça va malgré tout assez loin dans le descriptif et dans les éléments qu'il faut donner pour obtenir derrière un devis viable. Si vous dites rien, si vous dites juste à l'entreprise chiffrez-moi la rénovation de l'appartement, vous allez passer de 20 000 euros à 40 000 euros parce que le mec va dire bon, je sais pas trop ce qu'il veut, donc on va un peu taper fort sur le prix si tu veux. Lorsque par exemple je décide d'investir assez loin de chez moi, est-ce que tu recommandes une façon de faire particulière pour trouver un expert pour aller estimer les travaux? Alors, moi, tous mes investissements sont loin de chez moi, quasiment. Il y en a très peu qui sont proches de chez moi et ceux qui sont proches de chez moi aujourd'hui, ils n'étaient pas au moment des travaux. Donc tout a été géré à distance. Sur les premiers projets, c'était les agences immobilières qui m'avaient donné des tuyaux sur des entreprises en fait qui travaillaient bien, qui faisaient un peu tout. C'était un autre entrepreneur qui touchait un petit peu à tout, que j'ai utilisé sur mes premiers projets et ça a marché très bien comme ça. Sur les projets maintenant aujourd'hui qu'on fait, que ce soit pour nous ou pour nos clients, on fait tout simplement des consultations et on va trouver ces entreprises-là soit par le biais de l'agence immobilière, soit par la mairie. Demander à la mairie, des fois ils ont des listes d'entreprises qui sont dans le secteur, donc en local, soit tout simplement les pages jaunes. Les pages jaunes, tu tapes plaquiste dans les pages jaunes et t'appelles les gens et tu leur demandes si ça les intéresse de répondre sur un projet en précisant un petit peu ce que c'est, tu vois. Tu leur demandes quel type d'opération ils font, est-ce qu'ils font de la rénovation, est-ce qu'ils font que du neuf. Tu essayes de vérifier que la dimension, la structure, si tu veux, de la société est pas trop grosse mais pas trop petite non plus pour le projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as 20 000 euros de placo, il faut pas que la société elle ait 90 employés. Je dis pas que ça va pas marcher, c'est juste que peut-être qu'ils sont pas compétitifs parce qu'ils ont une structure qui est un peu trop grosse, tu vois. D'accord. Par contre, si tu as 100 000 euros de placo,
prendre un auto-entrepreneur pour faire 100 000 € de placo, c'est pas forcément non plus la meilleure des idées, quoi. D'accord. Tu vois. Ok. Et Voilà, on va rentrer maintenant un peu dans les montants qui intéressent, je pense, beaucoup de personnes, beaucoup d'investisseurs. Est-ce que tu as pu, avec ton expérience, déterminer une fourchette de prix au mètre carré pour le gros œuvre et pour le second œuvre, pour les rénovations? C'est très complexe comme question. C'est très complexe parce que déjà, le gros œuvre, en réalité, quand on parle de gros œuvre, si tu veux, dans le bâtiment, quand tu parles de gros œuvre, ça veut dire toute la structure du bâtiment. Ça veut dire les murs, ça veut dire les fondations, ça veut dire la dalle. Donc, en fait, c'est quand tu pars de zéro. Si tu veux, quand tu pars vraiment de zéro, tu as juste un terrain. Le gros œuvre, c'est les fondations, je te dis la dalle, les murs, la toiture. En fait, tout l'enveloppe du bâtiment, c'est le gros œuvre. Donc en fait, quand tu fais ça, tu pars de zéro. Et toi, ce que tu as en tête quand tu me parles de gros œuvres, c'est repartir à zéro sur un plateau, par exemple. Exact, tu vois. Enfin, je pense que c'est plus ça dans l'idée. Ce qui est en réalité quasiment que du second œuvre. C'est-à-dire que quand tu as une structure donc c'est-à-dire quand tu as déjà un plancher, tout ce que tu fais à l'intérieur de ton logement, en réalité, c'est du second œuvre. Pourquoi ? En fait, le placo, c'est pas du gros œuvre. Les sols, c'est pas du gros œuvre. L'électricité, la plomberie, tout ça, c'est du second œuvre en réalité. Donc, c'est juste que c'est juste pour les termes, voilà. Mais après, on va donner. Alors, c'est très compliqué de donner des fourchettes, mais je vais essayer de donner des éléments. Quand on fait de la création, c'est-à-dire on part d'un plateau brut, on va être entre 800 et 1200 € du mètre. Alors, pourquoi autant de différence ? C'est simplement pour des problématiques de surface. C'est-à-dire que si vous faites un T3, on sera peut-être ou un T4, vous serez peut-être à 800 € du mètre carré. Mais par contre, si vous faites un studio qui fait 18 mètres carrés, à ce moment-là, vous serez plutôt à 1200 € du mètre. D'accord. Parce que, pourquoi ? Tout simplement, il faut une cuisine qui va coûter quasiment le même prix entre un studio et un T3, une salle de bain qui va coûter le même prix, une installation électrique qui va être moins chère, mais pas 5 fois moins chère, tu vois. Donc forcément, il y a des éléments qui ne pourront pas être réduits en termes de prix. Donc forcément, ça fait augmenter le prix au mètre carré. Donc ça, c'est sur un plateau. Après, sur une rénovation, alors il y a deux types de réno. Tu as la réno globale sur laquelle, en gros, tu as déjà des murs, mais en fait, ça ne tient pas très bien. L'installation électrique est à refaire entièrement. Tu veux réaménager les cloisons. Mais en réalité, ça paraît fou, mais ça va te coûter plus cher que du plateau quasiment. Ah ouais. Parce qu'il faut compter toute la démolition. Donc il faut tout démolir en fait et tout refaire. Des fois, on a tendance à se dire oh, mais il y a quand même des choses qui existent. Ouais, mais en fait, il faut refaire les plafonds, il faut refaire les sols, il faut refaire l'isolation, il faut refaire les fenêtres, il faut refaire l'électricité, la plomberie. En réalité, il faut tout refaire. Et à ce moment-là, un plateau, les entreprises elles préfèrent parce que c'est plus simple, on repart de zéro. Donc, c'est pas forcément beaucoup moins cher de se dire il y a quand même quelques petites choses qui tiennent. Donc ça, je parle vraiment d'une grosse réno. Après, tu as la réno rafraîchissement, c'est-à-dire refaire un coup de peinture, éventuellement remettre un lino au sol, changer la cuisine, tu vois, changer peut-être le bac de douche, refaire, je te dis, de la peinture un peu partout. Là, ça va être des ratios qui sont quand même bien plus inférieurs, quoi. C'est-à-dire qu'on va être sur entre 300 et 500 € du mètre carré, quoi. Voilà, à peu près pour te donner une idée. Ça va dépendre encore une fois de la qualité du produit que tu veux installer aussi. D'accord. Ouais. Et là, tu parlais donc de la salle de bain et de la cuisine. Ouais. Est-ce que tu pourrais… tu as des prix en tête pour refaire une salle de bain complètement ou refaire une cuisine complètement En général, je dis 3 000 € pour une cuisine, 3 000 € une salle de bain. Ça te donne à peu près une idée. C'est-à-dire que la cuisine en elle-même, tu vas la payer entre 1002 et 1008, allez, on va dire, d'accord. La cuisine en elle-même, à l'achat, auquel tu vas rajouter, donc je parle bien pour de la location, on ne parle pas de chez soi, là. Ouais. On va rajouter entre 500 et 800 € pour la pose, tu vois. Après, il faut rajouter la faïence. Il faut rajouter les prises électriques qu'il faut mettre en place, etc. Donc, on arrive à peu près à 3 000 € pour une cuisine. Donc, en gros, il y a rien et on installe une cuisine. Voilà. Donc, ça coûte à peu près 3 000. Et après, la salle de bain, c'est à peu près la même chose parce qu'il faut compter la faïence. Il faut compter un bac de douche, ça va coûter, ça coûte 150 balles, mais il faut le poser, il faut le raccorder, il faut poser les meubles. Voilà, il faut poser plein de choses. Le WC éventuellement, même si c'est pas ça qui coûte cher, mais tout ça, ça fait à peu près entre 2005 et 3 000 € à chaque fois. Donc déjà, quand vous avez la cuisine, la salle de bain à refaire, ça fait 3 et 3, 6 quoi.
D'accord? Donc déjà, vous avez 6 000 euros. Quand c'est un studio qui fait 20 mètres carrés, déjà, ça représente quand même une somme importante, quoi. Voilà. C'est ce qu'il faut avoir en tête malgré tout. D'accord. Je reviens vite fait là sur les architectes, les maîtres d'œuvre, les entreprises générales. D'après toi, ils sont complémentaires ces corps de métier-là ou un seul suffit pour organiser tes travaux? Quelle est ta recommandation? Alors déjà, il faut comprendre la mission de chacun. Déjà, il y a le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est qui? C'est le propriétaire. D'accord? C'est celui qui commande les travaux. Donc ça, c'est le maître d'ouvrage. Après, tu as le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, lui, il est là pour encadrer les travaux. Il peut faire les plans, la consultation des entreprises, d'accord, trouver les entreprises et faire le suivi de chantier au quotidien. Mais il n'aura pas forcément la touche, on va dire, architecturale et la touche design que peut avoir un architecte qui, lui, a une mission plus, en effet, de conception, d'accord, de conception. Il peut faire du suivi de travaux. C'est pas forcément la personne la plus compétente. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a généralement, dans le milieu, si vous voulez, il y a une petite rivalité entre les architectes et les maîtres d'œuvre. Donc, forcément, les maîtres d'œuvre ont tendance à cracher un petit peu sur les architectes. Voilà. Donc, sur ces points-là, si tu veux, pour moi, ça ne sert à rien d'avoir les deux sur des projets sur lesquels il n'y a pas d'énormes enjeux architecturaux. Quand on fait, par exemple, de la location courte durée, là, il y a un peu plus d'enjeux parce que la partie esthétique est plus importante. Mais à ce moment-là, est-ce que c'est utile de prendre un archi et un archi d'intérieur ne serait pas suffisant? C'est la question qu'il faut se poser, quoi. Voilà. L'architecte, il a un vrai intérêt quand il y a un permis à déposer et que le maître d'œuvre ne peut pas le déposer. Et là, le maître d'œuvre n'a pas le choix que de passer par un architecte pour faire la dépose du permis de construire. D'accord. Donc ça, c'est important. Après, l'entreprise générale de travaux, elle n'est pas forcément... Enfin, c'est bien qu'elle soit dirigée aussi. C'est-à-dire que, ok, elle est censée tout gérer, mais c'est bien qu'il y ait quand même quelqu'un qui fasse la liaison entre l'entreprise et vous. Donc c'est pour ça que c'est le rôle du maître d'œuvre de faire cette liaison, d'accord? Le maître d'œuvre ou l'architecte éventuellement. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse un lien. Sinon, ça veut dire que vous allez devoir être présent sur le chantier toutes les 2 semaines pour voir suivre l'avancement. Et si c'est à 600 km de chez toi, tu n'auras peut-être pas la possibilité. D'accord. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a une entreprise générale qu'il n'y a rien à faire, quoi. Voilà, c'est ce qu'il faut avoir en tête. D'accord. Une dernière question pour toi aujourd'hui, ce serait sur les subventions ou les aides de l'État. Est-ce que toi, dans tes projets, tu fais appel à des subventions, à des aides des communes, des départements ou pas? Si oui, lesquelles? Alors, très peu. Très peu, mais en fait, pour rien te cacher, en ce moment, on est sur un projet sur lequel on est en train de faire toutes ces démarches. Et il y a plusieurs aides qui sont possibles. En effet, donc tu as à la fois l'ANA, qui donne des aides. Là, pour donner un exemple, c'est un secteur sur lequel on est en secteur social. Donc, on n'est pas en très social, on est en social. Donc, il donne 25% d'aide. Donc 25% du montant des travaux, auquel la commune rajoute 15%. D'accord. La commune majore de 15% parce qu'elle veut aider aussi à redynamiser le centre-ville. Et après, derrière, tu as la région et le département qui financent également. Pour donner une idée, ils financent 3 000 euros par appartement, 3 000 euros par appartement sur lesquels tu fais une belle rénovation, c'est-à-dire cuisine équipée, salle de bain avec, un peu sympa avec la paroi de douche, etc. Donc 3 000 euros par appartement. Ils donnent 3 000 euros aussi pour tous les appartements qui sont au-delà du T3. Donc ça paraît étonnant. Et le dernier truc, je crois qu'il y a une aide en fonction de l'état du logement, savoir s'il est dégradé, peu dégradé, etc. Et ça, je crois que c'est entre 1 500 et 3 000 euros également par logement, en fonction de l'état d'insalubrité, on va dire, du bien avant rénovation. Donc il y a quand même plein de choses qui existent en réalité, mais dans mon cas précis, ce sont des majorations suite à la demande de l'ANA, qui, il faut le savoir, va limiter en termes de prix au mètre carré la location du bien. Et également, il y aura des plafonds par rapport aux revenus des locataires. Et en fonction du social ou très social, ce n'est pas les mêmes revenus. Si on est en social, ils pourront gagner un peu plus que si vous êtes en très social. Voilà. Donc, il faut quand même prendre ces éléments. Tu as des avantages, mais tu as aussi des inconvénients. Forcément, tu n'as pas de subvention sans rien, quoi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'ANA, elle est intéressante aussi sur des grands logements parce que du coup, le plafond si tu veux, du prix au mètre carré se ressent moins.
Voilà. Pour donner une idée, par exemple, dans la ville, dans la commune dont je te parle, on est, je crois, sur les petits appartements, on est à 6 euros du mètre carré. C'est-à-dire que pour un studio, je suis à 120 euros. Donc forcément, ça ne m'intéresse pas de louer 120 euros. Par contre, j'ai un appartement qui fait 130 mètres carrés, tu vois, et c'est pas 6, mais c'est 5 euros du mètre carré. Donc ça me fait en gros 550, 600 euros. Donc là, je suis bon. Ça correspond à peu près au marché. Donc c'est ça qui est un peu difficile. Sur les petits logements, honnêtement, l'ANA, c'est pas très compétitif et la limite que vous allez avoir en termes de niveau de location, elle sera trop importante, quoi. Voilà. D'accord, ok, je comprends. Très bien. Écoute, merci Guillaume, on a fini pour cette interview. Ouais. Est-ce que tu peux juste citer une fois, là, vu que c'est la deuxième partie de l'interview, le nom de ton blog, de ton entreprise? Ok. D'accord, donc c'est la société Club Immobilier et vous pouvez nous retrouver sur immobilierclub.com, voilà, tout simplement, et on fait de l'accompagnement au projet et de la maîtrise d'œuvre. Ok, très bien. Merci beaucoup Guillaume. Avec plaisir. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, apprenez puis agissez, c'est la seule façon d'avancer. Salut!